Je vais poser ma question, Miknassi. Savoir la douleur de l'exil, comment elle se transmet à la génération d'après? Est-ce qu'il en reste quelque chose? Et est-ce que la parabole, les parents mangeaient des raisins verts, les enfants ont les dents agacées? Voilà, est-ce que ça existe exactement, vraiment? Parce que, je sais pas, j'imagine, connaissant bien beaucoup de ces exilés, j'imagine que les récits qu'ils en ont fait à la génération d'après doivent leur laisser des rêves vraiment totalement inassouvis, et il en reviendra quelque chose. Je ne peux parler que pour mon cas, non. Non. Il n'y a absolument aucun rêve inassouvi. J'ai très peu parlé. C'est l'absence. Parlé, je veux dire, je n'ai pas non plus censuré la chose, mais mon fils ne vit pas avec lui. Il n'y a aucune vocation qui va naître. Non, bon, je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Mais encore une fois, parce que précisément, c'était un départ volontaire, ça n'était pas un exil au sens propre du mot. C'était un départ tout à fait volontaire vers une terre qui était au contraire considérée comme mère. C'était la métropole. Oui, mais je sais bien, je connais le contexte. Donc à la génération suivante, pour ce qui concerne mon fils, il n'y a pas de problème. Ni au niveau langue, ni au niveau langue. Je n'ai pas du tout, je n'ai pas transmis. Non. Toi, Rosie? J'ai transmis, mais pas mon errance, heureusement. Ma fille est extrêmement installée à Paris, mais elle porte en elle la marque. D'abord, elle est partie entre 3 mois et 3 ans. Nous avons vécu à Beersheba, au pays d'Abraham, dans le désert. Donc, elle s'en souvient. Elle se souvient de l'hébreu. La cuisine est très souvent turque. Il y a beaucoup de mots de turc. Il y a de l'affectif turc. Donc, elle aime aussi. Et je pense qu'elle le transmettra. Ça ne dépend pas uniquement de ma présence. Elle est mixte. Oui. Je trouve intéressant que votre question... Plus fort, madame, s'il vous plaît. Peut-être que il vous faudrait un petit micro. Merci. Ça marche. Merci. Je trouve intéressant que votre question nous amène, ou vous amène plutôt, à la question de la transmission. Oui. Parce que vous répondez par rapport à votre fils, donc c'est la première génération après vous, et on peut avoir, quand on fait des histoires transgénérationnelles, des familles, souvent il se passe rien. Qu'est-ce qui est transmis aux enfants? Comme vous dites, ça peut pas être, c'est pas forcément le goût de l'errance, c'est pas forcément le goût de s'en aller. En tout cas, la première génération, il y a des tas de choses qui peuvent ne pas être la langue, mais qui peuvent passer par d'autres biais, comme vous venez de l'évoquer. Et puis, des surprises aussi à la troisième génération, troisième, quatrième. Quelqu'un qui, tout d'un coup, ne sait pas pourquoi, mais se sent attiré vers un ailleurs, vers un départ, vers quelque chose de différent. Voilà, c'est ça que vous m'avez évoqué, et la question de la transmission qui est tellement importante, parce que quand on devient parent, on n'arrête pas de transmettre à nos enfants des tas de choses. Mais on ne sait pas ce qu'on transmet. Voilà, oui. je suis tout à fait On d'accord. ne sait pas. Sauf quand ils commencent à le dire. Oui, mais c'est vraiment une rivière souterraine. Oui. Et c'est pas la volonté qui fait. La volonté n'y fait rien. Au contraire, Voilà. quelque chose passe. Quelque chose passe et quelquefois peut être dit aussi Bien sûr. par les enfants ou les petits-enfants.
moi, ce que j'ai remarqué, bon, pour le pays natal, il n'y a pas eu pour l'instant suffisamment de rencontres, puisqu'il sort à l'instant, mais les rencontres autour d'une enfance juive en Méditerranée musulmane, je ne sais pas quelle a été la transmission, mais dans toutes les rencontres, il n'y avait pas un seul jeune. Oui. Il n'y avait pas de jeunes. Oui. Il y avait la génération des parents, enfin, qui étaient venus, la génération des enfants qui étaient enfants dans le pays natal, et puis les autres, vous en avez vu. On ne les a jamais vus. Jamais. Alors, il aurait fallu aller organiser une rencontre à l'Union des étudiants juifs de France. On va le faire. Hein? Oui. On va voir. Oui. On va voir s'ils sont là, ce qu'ils ont à dire. S'il y a des gens que ça intéresse. Oui, oui, Trop oui, tôt. oui. Enfin, trop tôt. Quand alors? Quand? Tiens, ça c'était très, très étonnant. Hein? Très étonnant. Alors j'espère que pour le pays natal, on n'aura pas que des vieux. On n'est pas assez à l'agonie, on n'est pas encore assez cadavres pour leur faire peur et dire mais ils partent et on va perdre quelque chose. On n'est pas suffisamment ça. Ça vient, je crois. Oui. Et Non, mais on peut avoir une curiosité de l'enfance de ses parents et grands-parents. On peut avoir cette curiosité-là. Où est-elle? Où est-elle? Ah oui, elle, Est-ce que ton fils a lu ce livre? pas encore. Tu vois? Non, non. mais- Et une enfance juive? Non, et une enfance Non, il juive. n'a pas lu une enfance Tu juive, vois, mais il a alors. lu le livre sur la famille. Ah, donc il sait déjà tout. Ah ben il sait déjà, oui. Mais parce que- la question que vous posez, c'est pas celle de son fils, c'est plutôt éventuellement celle d'un petit-fils ou d'une petite fille, quand vous parliez de jeunes. Ouais, C'est ça. Ah. Et en fait, je pense que... Excusez-moi, même de cet âge-là, de l'âge de nos fils, disons. Et quand vous parliez de gens très jeunes, je pense qu'aussi c'est, enfin moi c'est le point de vue que j'en ai du libraire et puis de gens qui peuvent côtoyer des gens qui ont en effet un pays natal autre que celui dans lequel ils vivent. Je pense que le prochain volume de Retour au pays natal, si vous voulez le faire avec des gens jeunes, eh bien ça concernera sans doute, pour ce qui est de la France, l'Afrique subsaharienne ou la Chine. Vous aurez peut-être plutôt, en ce moment, vous avez en France, dans des écoles, des petits Chinois qui sont scolarisés et qui arrivent au niveau du collège et à cause de la diaspora de leurs parents, eux peut-être seront dans ce genre de travail ou de projet littéraire, ou un jeune Malien ou Camerounais. Il se trouve que moi j'ai le sentiment aussi que pour ce qui est du bassin méditerranéen, en fait, c'est déjà une histoire de plus ancienne. Et en fait, c'est déjà un monde qui est très, comment dire, très entremêlé dans les histoires. Vous comprenez, en fait, quand vous venez du sud de la France, il n'y a rien de moins exotique que quelqu'un qui vient du Maghreb. Il n'y a rien de plus proche. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça aussi. C'est des livres et des parcours littéraires et d'écrivains. Maintenant, les mêmes, si vous cherchez les mêmes, eh bien, il faudra les chercher du côté de la Chine, du côté de l'Afrique noire peut-être. Il faut leur parler du Far West. Pour les jeunes, il ne faut pas leur parler Non, du les Far jeunes, Est. et les jeunes sont toujours aussi curieux Bien sur sûr. cette culture que avant et que voilà. Mais je pense que c'est ça aussi qui est. Et ça me paraît pas non plus finalement dommage ou illégitime qu'un jeune. Moi j'ai les exemples de la famille qu'un jeune garçon né en France de grands-parents algériens ou franco-algériens ne se pose pas spécialement de questions, tout en étant content de tout ça, hein, mais les quelques mots qu'il maîtrise et de ce qu'il connaît ne se pose pas de questions. Je pense que c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose de plus apaisé aussi par rapport à tout ça qu'on croit. Il faut attendre un petit peu. Oui, c'était. Moi qui ai un grand-père chinois, je ne m'y intéressais pas pendant des dizaines d'années. Et bon, c'est revenu plus tard. Je pense que pour les petits-neveux aussi de Marcel, ça, à mesure qu'ils grandissent, il y a quelque chose qui est d'une agrégation. Alors qu'on s'installe dans la vie, on a besoin d'être ici, maintenant, sans passer. Après, ça revient.
Moi, il me semble que pour ce qui est du Maghreb, en tout cas, alors je suis désolé, tout à l'heure, je me suis un peu absenté pour du travail. Ce qui m'a toujours fasciné, plutôt dans le... Parce que j'ai lu vos précédents livres, les précédentes anthologies, et je connais la plupart des auteurs qui sont à l'intérieur, et pour certains, je connais un peu leur vie personnelle. Ce qui me frappe toujours, c'est plutôt la non-transmission de la langue, moi, que je trouve fascinante. Concernant, en l'occurrence, le Maghreb, ça, je trouve ça, je ne me l'explique pas, on peut tous avoir des théories, et puis c'est un fait maintenant. C'est quand même très vertigineux, je trouve. Et c'est pas, je ne suis pas sûr que les mineurs polonais aient très bien transmis le polonais à leurs enfants. Ils l'ont pas transmis. Non, mais je le sais bien, c'est pour ça que je le dis. Bien sûr. Donc, Les Italiens non plus, les voilà. Espagnols non Donc, plus, en fait, les Portugais non plus. Je trouve Je veux dire, toutes ça ces c'est un sujet. immigrations n'ont pas- Alors, c'est aussi un très beau sujet. Oui. Vous l'avez déjà traité Oui, d'ailleurs oui, vous-même. oui, Je trouve ça c'est le sujet. Donc c'est vrai que bon, je pense que les choses sont à la fois plus apaisées et appartiennent aussi à une génération. Et, ce n'est pas si surprenant que ça. Non, mais aussi, je crois qu'on a fait silence sur un certain nombre de questions d'histoire. On a fait silence. Dans les familles. Dans les familles. Et donc, bon, petit à petit, dire c'est un travail, non, de long terme, de longue haleine, pour commencer à parler, commencer à dire, je crois. Oui, Bon, c'est un avantage, c'est que ça fait de la bonne littérature. ça fait parler. Ça produit fait de la bonne écrire. littérature, bien sûr. Ça fait écrire. Justement, pour cette question de la transition, puisque mon pays, les États-Unis, nous, la première génération, enfin, pour nous, aux États-Unis, on n'a jamais, enfin, on fait preuve justement d'être bien adapté, intégration, en quittant de tout ce qui est tout ce qui était européen, etc. Ce qui fait que normalement la deuxième génération ne parle pas la langue, ou bien parle la langue d'origine uniquement avec les gens qui ne maîtrisent pas. Enfin, on est forcé, puisqu'on a des grands-parents qui sont italiens, etc. Mais ensuite, c'est la volonté justement de perdre la langue. Et j'ai toujours des problèmes, discuté avec Leila la question de, la différence de la langue. Enfin, tout le monde perd, pas tout le monde, mais on perd facilement la langue, soi-disant la langue de mon père, il me semble, sans trop de complexe. Et c'est quand même intéressant puisque ça fait partie de notre culture américaine. C'est une question de mixité, donc il faut que tout le monde accepte, que tout le monde soit accepté. Et puis on va en avant et on oublie le passé. Mais enfin, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je l'ai vécu, il me semble. Oui, mais je crois que l'histoire dont tu parles, l'histoire américaine, n'est pas liée, comme l'histoire française et de l'Empire français, à l'histoire coloniale. Et que cette histoire-là est encore là, elle est à l'œuvre, on ne s'en aperçoit pas, et puis de temps en temps, comme ça, surgissent des textes, des paroles, des mots. Et je crois que c'est la différence principale. Différence principale. Oui. En tout cas, pour ce qui concerne les populations qui ont été colonisées. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Mais il y a beaucoup. On retombe sur la bonne langue, le bon accent. On retombe sur ce que nous avons eu pendant des années. Nos enfants sont des enfants de l'école française, mais pas nous, d'une certaine manière. Même si, nous avons moi j'ai un baccalauréat français de l'étranger. C'est-à-dire que j'étais dans un amour fou, schizophrénique, en pleine Turquie, et dans un amour fou du français. Mais au moment où je suis arrivée en France, ce français qui avait un accent. Est-ce que vous avez un accent, justement? J'avais un accent du Levant que je n'ai plus, qui s'est perdu. Je parlais le français comme les Libanais un peu, et comme les Turcs qu'on entend à la radio. Non, mais c'est pas la même chose. Hein. Mais j'avais un accent. J'avais un accent et je me oriental, suis c'est pas appliquée à le perdre comme la petite sirène, là, je veux dire, qui se coupe la langue, mais qui du coup perd quelque chose. Et donc nos enfants n'ont pas ça, mais c'est ça qui fait écrire aussi. La langue perdue. Ben moi, pour ce qui est pour la question de l'accent, j'ai une expérience un peu particulière, puisque je n'avais pas,
pendant que j'étais au Maroc, je ne sais pas par quelle étrange chose, et j'écoutais beaucoup la radio probablement, je n'avais pas du tout l'accent de mes frères et sœurs, qu'ils ont encore jusqu'à aujourd'hui. Et je me singularisais parce que dans ma classe, au lycée, je n'avais pas l'accent pied-noir, l'accent qui était celui des Français du Maroc. Alors on me dit, ah, tu parles pointu. Et le fait est que je parlais comme je parle maintenant. Parce que tu crois que tu n'as pas d'accent. Je crois. En tout cas, je n'avais pas l'accent des Français du Maroc. On va t'entendre là. Je crois que il y avait chez moi le fait de parler le turc avec beaucoup de fierté et d'amour. Donc il y avait deux accents dans la même bouche et deux langues totalement différentes. Et une revendication. Sauf que, bon, en France, contrairement à aujourd'hui, on tolérait mal les langues étrangères. Donc il fallait vite se fondre dans l'accent du pays. Et ce qui fait partie de l'exil, du départ du pays natal, avec beaucoup de douleur. On vous arrache la langue. Justement, moi j'avais une question là-dessus, sur la vision de votre pays natal. Vous avez parlé de nostalgie, d'atmosphère. Qu'est-ce qui, en France, d'un point de vue politique, l'État français, vos voisins, qu'est-ce qui vous a fait infléchir votre vision du pays natal dans un sens ou dans l'autre? Ou est-ce que ça joue un rôle? Quand vous parliez de revendication tout à l'heure, vous vous êtes mis tout d'un coup à revendiquer vos origines. Pourquoi? Peut-être parce que, enfin, personnellement, parce que j'ai fait l'apprentissage de l'étrangeté en France. Je me suis découverte étrangère, je me suis découverte turque, je me suis découverte juive. Je suis d'une famille mais totalement laïque. Je n'étais absolument pas programmée dans mon éducation pour me diriger vers un judaïsme. Et je me suis dirigée vers ma part d'étrangère dans le juif. C'est ça qui m'intéresse jusqu'aujourd'hui, hein, y compris dans la figure d'Abraham. C'est-à-dire que, bon, c'est comme si j'ai été repoussée vers... Va voir chez ta vraie mère. Hein? Donc, c'est comme une mère d'adoption, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs dans un petit texte. D'un coup, ce qu'on a envie de s'inventer comme langue maternelle, comme mère, se révèle être un marâtre. Et donc, on dit, on va se contenter de... Pas se contenter, plus encore. D'un coup, on se rend compte que le corps du pays natal, c'était bien. Maintenant, ceci mêlé en même temps d'une conscience, parce qu'à 18 ans, on n'est pas du tout formé encore, d'une conscience politique qui se forme ici, qui était absolument absente en Turquie, pour des raisons politiques. On n'avait pas le droit de penser la politique. C'était réservé à là-haut, à Atatürk et ses prophètes, et donc les citoyens devaient obéir et ne pas réfléchir. Donc il y a eu en même temps en France un grand apprentissage à la politique. Et donc ça fait une espèce de grand écart entre le cœur et la tête. La tête découvre l'État français, avec ce qu'il a, j'ai pas vécu partout, mais d'assez unique au monde, dans ses structures étatiques, démocratiques, etc. On parlait de service public tout à l'heure avec Leila. Donc d'un côté, on découvre ça à partir des années 60, et de l'autre, il y a tout le corps, l'affect, une chaleur affective, une chaleur de la langue qui reste là-bas. Et c'est difficile à mettre ensemble, sauf à faire couler comme une traductrice de la langue étrangère dans le français. Non. Moi, c'est un petit peu différent. Enfin, c'est un peu la même chose et un petit peu différent, parce que vous avez compris que il n'y a pas du tout de brutalité dans la façon dont j'ai vécu les choses. Simplement, je suis parti, j'avais 17 ans.
j'avais une image de la France extraordinairement flatteuse. Et bien entendu, quand on débarque comme pensionnaire en classe de terminale au lycée Louis-le-Grand, avec des dortoirs où on était 60, avec les douches ouvertes 2 fois par semaine, etc., etc., on déchante un peu. Voilà. Le Paris de 1956, je vous assure, ne ressemblait absolument pas au Paris d'aujourd'hui. C'était encore tout noir. Hein, c'était noir. Le sentiment que j'ai eu quand j'ai débarqué à Paris, quand je suis arrivé devant la porte du lycée Louis-le-Grand, c'était d'arriver dans une prison avec des murs noirs et des grilles. Et quand je suis retourné X fois, je me suis aperçu qu'il y a des grilles, mais enfin, elles n'étaient pas du tout comme elles étaient dans mon imaginaire, enfin, dans ce que je croyais avoir vu. Donc, on tombe vraiment de haut, et du coup, on n'a jamais que 17 ans, on est encore à peine un adolescent, donc les parents, les amis, les fêtes, la chaleur, la nourriture, tout ça revient peu à peu, toutes ces choses dont je ne me préoccupais aucunement, puisque c'était mon quotidien. Je ne me suis jamais aperçu que la cuisine de ma mère était si bonne que ça. Il a fallu que je mange la bouffe de Louis Léon pour voir la différence. Voilà. Donc c'est ça qui ramène peu à peu tout le côté qu'on a abandonné et dont on ne savait pas qu'on allait l'abandonner, parce qu'on est inconscient quand on a 17 ans. Oui. On n'est pas sérieux et on est aussi un peu inconscient. Voilà, alors petit à petit ça revient, et puis ensuite on se met à penser, et puis on se met à voir que effectivement ces années-là ont joué un rôle très important, comme je disais tout à l'heure, le rapport aux langues, le rapport aux livres, le rapport à la famille, tout ça apparaît dans sa vraie grandeur. Alors que tant qu'on le vivait, on n'en percevait pas l'importance. Voilà. À un moment donné dans ton texte, tu parles des beignets tunisiens de la rue Saint-Séverin. Il est toujours là. Il est toujours là. Et comme toi, moi de temps en temps, quand je passe là, parce que c'est un quartier que je trouve épouvantable, enfin, de toute façon, qui est devenu épouvantable, et enfin bon, depuis que Maspero et sa librairie, enfin bon, tout ça, quoi. C'était la joie de lire, c'est ça. Tout ça a disparu, et maintenant on a des restaurants grecs, turcs, enfin bon, etc. Enfin, avec des odeurs de kebab épouvantables. Je suis désolée, Rosie, pour les kebabs. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, tu défends pas le kebab. Bon. Je défends le kebab, mais pas celui de la reine, c'est vrai. Bon. Et donc, ce beignet-là, comme toi, encore maintenant, quand je passe dans ce quartier, je me dis, ah, tiens, je vais aller voir, je vais aller... et je rentre, et les beignets sont froids. Voilà. Et comme moi, ils ont été cuits le matin. Et je dis, mais vous n'avez pas de beignets chauds? Et là, le marchand me dit, on peut le réchauffer, oui, parce que maintenant il y a le micro-ondes. Alors, je dis, et ce sera bon? Il me dit, bien sûr. Et il le fait au micro-ondes. Et c'est mou, pâteux. C'est à jeter, quoi. Il faut y aller à 8h le matin ou 7h30. Oui. Hein? Voilà. Il y a encore un livre à écrire sur la nostalgie du Sphinx. Je crois que... J'ai écrit quelques pages là-dessus. Ah, mais il y a de quoi, parce que c'est vraiment... Je crois que c'est terminé. Nous vous remercions beaucoup. Et merci aussi à vous. Bref, les livres sont là et nous sommes là encore un petit moment pour vous les signer si vous le souhaitez. Voilà, et même les auteurs ne partent pas tant qu'il reste des livres.